Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Rome ne réduisait pas son droit à la seule idée de linéarité ou de rigidité. Le système juridique, dans son ensemble, est pensé comme doté d'une voix rayonnant de lumière et, plus étonnamment encore, exhalant un agréable parfum. C'est précisément de cette vitalité prêtée au droit, de ce droit qui parle, rayonne et semble presque sensible, que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Pourquoi d'ailleurs s'étonner de ces métaphores? La doctrine ne parle-t-elle encore aujourd'hui de droit vivant pour désigner ce droit qui se fait et se refait dans l'acte même de son application? C'est un parcours qui, plus que d'ordinaire, nous conduira à l'intérieur comme à l'extérieur de sources juridiques, une manière, au fond, de mesurer jusqu'où les juristes sont prêts à laisser entrer dans leur discours les métaphores les plus audacieuses, car les juristes, on le sait, font normalement preuve d'une grande pudeur, surtout lorsqu'il s'agit d'émotions. Commençons notre archéologie de l'imaginaire juridique par Cicéron, notamment par son chef-d'œuvre oratoire, le plaidoyer contre Verrès, magistrat romain et gouverneur de Sicile, traduit en justice en l'an 70, avant Jésus-Christ, pour une série de crimes commis dans l'exercice de ses fonctions. La plupart de ces méfaits visaient son enrichissement personnel, souvent au moyen du pouvoir judiciaire sur lequel Verrès, en tant que propriétaire, exerçait en Sicile une autorité sans partage. En multipliant les poursuites abusives, tant au civil qu'au pénal, il réussissait à dépouiller ses victimes. Vous vous souvenez peut-être que ius en latin peut aussi désigner un jus, en bouillon. Or, Verrès en latin signifie vera. Cicéron eut donc jeu de qualifier cette prétendue justice de ius verrinum, littéralement en droit à la Verrès, mais aussi en jus de porc. Dans sa série de discours contre Verrès, dont un seul fut effectivement prononcé au cours du procès, tant la première charge fut dévastatrice, Verrès demanda un report avant de s'enfuir en exil, Cicéron dresse un catalogue minutieux de ses exactions. L'un des épisodes les plus célèbres concerne un certain Gavius, originaire du municipe de Cosa, en Étrurie, près d'Orbetello, dans ce qui est aujourd'hui la Toscane. Dans cette région, l'argile de bonne qualité favorisait l'établissement d'ateliers de production de briques. Leurs produits étaient exportés vers Rome et d'autres régions, principalement par voie fluviale et maritime. Nous le savons parce que des briques ont été retrouvées portant l'empreinte de la marque de la gens Gavia. Le Gavius, poursuivi par Verrès, semble précisément avoir appartenu à cette famille romaine et avoir résidé à Syracuse, où il supervisait le commerce et l'importation des matériaux de construction fabriqués par son entreprise. Un citoyen romain riche, mais éloigné de son milieu d'origine et donc relativement dépourvu de soutien, constituait une proie idéale pour le gouverneur Verrès. Celui-ci le fit arrêter sous le prétexte que Gavius aurait fomenté une révolte d'esclaves. En réalité, Gavius devait plutôt s'appuyer légitimement sur un vaste groupe d'esclaves employés dans son commerce de briques. Gavius fut enchaîné et jeté dans la prison creusée. J'aime bien les cartes géographiques, les vieilles cartes géographiques, donc, car elles sont trompeuses. Donc la géographie, c'est la science du rêve. Donc, il fut jeté en prison, dans une prison creusée dans les carrières rocheuses de Syracuse, l'Atomie. Or,
plusieurs dispositions légales protégeaient en principe les citoyens romains contre un tel traitement. Il s'agit des leges valeriae sur la provocation, sur l'appel, qui reconnurent aux citoyens romains le droit d'appel au peuple contre la flagellation, la peine de mort, des leges porce du début du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui interdirent les peines corporelles infligées aux citoyens romains, enfin de la lex Sempronia de capite civis de Gaius Gracchus de 123 avant Jésus-Christ, selon laquelle aucun citoyen ne pouvait être exécuté sans la décision d'un magistrat fondée sur une loi préexistante définissant le crime et la peine. Ces lois impliquaient non seulement qu'un magistrat provincial s'abstint de faire flageller un citoyen romain, mais aussi que, s'il le soupçonnait d'avoir commis un crime, il l'envoya à Rome afin qu'il y fût jugé, avec toutes les garanties reconnues aux citoyens romains. Cette dimension territoriale des garanties civiques explique les comportements que Gavius adopta par la suite. Après avoir été jeté sans aucun égard dans les latomies de Syracuse, il parvient malgré tout à s'évader et gagne Messine, la cité sicilienne la plus proche de l'Italie continentale, donc en haut, la flèche la plus haute, la cité sicilienne la plus proche de l'Italie continentale, située sur le détroit qui la sépare, et qui continue de la séparer, de Reggio de Calabre. C'est de là qu'il espérait s'enfuir afin de trouver refuge à Rome et d'y accuser Verrès de ses méfaits. Écoutons donc Cicéron, dans son plaidoyer, faire le récit de cette cavale désespérée. Ce Gavius dont je parle, un homme de Cosa, après avoir été jeté dans le fer par Verrès avec de nombreux autres citoyens romains, s'étant évadé en secret des latomies, je ne sais comment, était venu à Messine. Il apercevait alors de si près l'Italie et les remparts des habitants de Rhegium, citoyens romains, qu'ainsi délivrés de la crainte de la mort et des ténèbres, comme ranimés par les lumières de la liberté, et par une sorte de parfum des lois, il se croyait revivre. Il se mit alors à parler d'un Messine et à se plaindre, disant que lui, citoyen romain, avait été mis au fer, qu'il irait directement à Rome et que Verrès l'y trouverait à son arrivée debout devant lui pour l'accuser. Alors, c'est un récit d'une efficacité remarquable. Nous avons l'impression de voir la scène à travers les yeux de Gavius, lui-même qui passe des ténèbres et de la terreur à l'espérance. Il semble presque la toucher, presque la respirer, cette espérance, cet horizon. Et nous avons avec lui, dans cette mise en scène qui mobilise tous les sens, la liberté y devient lumière et les lois elles-mêmes exhalent un parfum bienfaisant qui le ranime. Ici, le mot « leges » désigne précisément les lois que je viens d'évoquer, qui définissent le statut privilégié des citoyens romains en interdisant aux magistrats de les soumettre à des châtiments dégradants. Mais le terme « leges », loi, possède aussi un sens plus large, nous dirions aujourd'hui l'état de droit. Un système dans lequel le pouvoir est soumis aux lois et garantit les droits des individus, cette réalité qui est en deux pays jadis exemplaires méprise désormais de façon aberrante avec tant de désinvolture. Le destin de Gavius nous apparaît alors comme celui des temps de persécutés injustement condamnés. Cette page de Cicéron est, à sa manière, un texte fondateur. Et pourtant,
Gavius avait vainement cru pouvoir échapper à Verrès, franchir le détroit et gagner Rome depuis l'autre rive. Il est repris par les complices de Verrès, car toujours les hommes forts ont des complices, puis fouetté à mort sur la place de Messine. C'est l'un des passages les plus célèbres de la théorie de l'état de droit. Sous les coups de fouet, on n'entend plus qu'une seule voix, celle de Gavius. Civis Romanus sum. Je suis citoyen romain. Gavius croit qu'il suffit d'invoquer son statut qui devrait les soustraire à ce type de supplice pour que le coup cesse. Mais il n'en est rien. Verrès fait préparer pour lui la croix et les instruments de torture comme pour un esclave. À ce point du récit, Cicéron s'adresse violemment à Verrès, car il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une plaidoirie contre Verrès, un acte d'accusation dans le procès. Donc c'est à ce moment-là que Cicéron s'adresse idéalement à Verrès et fait ses commentaires. Ô doux nom de la liberté, ô droit merveilleux de notre cité, ô loi Porcia et loi Sempronie, toutes ces garanties ont-elles abouti à ce qu'un citoyen romain, dans une province du peuple romain, dans une ville alliée, soit attaché sur le forum et battu de verge par celui-là même qui détient les faisceaux et la hache grâce à l'autorité du peuple romain. Quoi? Lorsque le feu, les plaques de métal brûlantes et les autres supplices étaient appliqués, ni les supplications poignantes, ni la voix misérable de cet homme ne te retenaient, ô Verrès. Et tu n'étais même pas ému par les pleurs et les gémissements des citoyens romains présents alors en grand nombre. Tu as osé mener à la croix un homme qui déclarait être citoyen romain. Qu'il regarde sa patrie, dit Verrès, qu'il meure sous les yeux des lois et de la liberté. Ce n'est pas Gavius, ce n'est pas je ne sais lesquels entre tous les citoyens romains, mais c'est la cause commune de la liberté et des citoyens que toi, Verrès, tu as mise à la torture et en croix. Alors, chaque mot de ce passage mériterait un commentaire et je me borne à souligner le lien constant entre les lois et la liberté qui les traversent. En ce qui concerne la représentation métaphorique, tous les sens sont mobilisés. D'abord, le goût, car le nom de liberté est doux. Ensuite, l'ouïe, avec le contraste entre la voix de Gavius, qui répète qu'il est citoyen romain, et les silences des lois. Les lois sont lointaines, de l'autre côté du détroit de Messine. Ce sont des lois dont Gavius a senti pour un instant le parfum, et ça l'odorat d'être maintenant mobilisé, des lois qui le regardent à leur tour, et c'est la vue qui entre désormais en jeu. Les lois regardent Gavius, mais elles ne peuvent rien faire pour lui. Leur voix, on ne l'entend pas. Si nous nous arrêtons sur la métaphore de la voix, il faut aussitôt nous rendre à l'évidence. Les lois, à elles seules, ne parlent pas. Et pourtant, en apparence, la loi semble avoir beaucoup de voix, puisque les mots dont elle est composée sont désignés en latin par le terme voces, voix, comme dans ce passage. Dans une voie ambiguë de la loi, il convient de retenir de préférence le sens qui est exempt de vice, à plus forte raison, parce que la volonté de la loi peut aussi en être recueillie. Il s'agit cette fois
d'un texte issu de la tradition juridique dont la célébrité n'est en rien inférieure à celle des discours de Cicéron. D'abord, parce qu'il se trouve dans les premières pages du digeste de Justinien, au troisième titre du premier livre, et l'on sait que les premières pages, surtout d'un livre aussi volumineux, sont celles que l'on consulte le plus. De surcroît, il s'agit d'un titre introductif qui contient des instructions sur l'interprétation de la loi. Ainsi, pendant 1000 ans, depuis la découverte du digeste à Bologne jusqu'à nos jours, il a constitué le mode d'emploi du droit. Il a fourni les critères de lecture, même des codes modernes. Dernière raison, c'est un fragment de Cels, un juriste du IIe siècle après Jésus-Christ, et Cels est très doué pour la formule. C'est à lui que l'on doit la définition « ius est ars boni et equi ». Le droit est la technique du bon et de l'équitable. Chaque mot des écrits de Cels est bien pondéré. J'ai donc essayé de traduire ce passage de la manière la plus littérale possible, verbe et substantif, pour ne pas en arracher la force métaphorique. Commencer par le terme vox, qui dans ce contexte équivaut à mot, mais qui de fait est appelé ici voix, comme si la loi parlait. Il faut aussi rappeler que les anciens, les Romains notamment, adoptaient une façon de lecture, une modalité de lecture qui était à voix haute. Donc ce n'était pas la lecture mentale silencieuse à laquelle nous sommes habitués. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait cette transposition, ces métaphores qui substituent le terme vox au mot verbum. Même la construction est particulière, en ce sens que Cels emploie ici les compléments de lieu in voce, in ambigua voce, comme si les sens se trouvaient à l'intérieur de la voix. Quant à l'adjectif ambigus, il porte en lui l'idée de duplicité exprimée par le préfixe ambi et par le verbe agere, qui signifie pousser. Ainsi, ambigus est ceux qui poussent d'un côté et de l'autre. Il s'agit donc d'un cas où la voix de la loi nous pousse dans deux directions différentes. Cette voix porte en soi deux significations différentes. Cels nous enjoint de retenir celle de deux qui est dépourvue de vice. Ce qu'est le vice dans ce contexte, comment on le mesure et on l'évite. On ne le sait pas. Mais vitium aussi, il faut le remarquer, est un mot qui désignait à l'origine un défaut physique. Quoi qu'il en soit, le sens dépourvu de défaut est celui qu'il faut retenir de cette voie qui en contient deux et qui nous pousse dans deux directions, surtout parce que, poursuit Cels, c'est de là, de ce sens sans défaut, que l'on recueille la volonté de la loi, qui, par définition, doit être raisonnable. La loi, donc, possède non seulement une ou même plusieurs voies, mais une volonté, et qui est plus une volonté, par définition, droite, exempte de vice. Celle nous offre là, en quelques mots, une remarquable personnification. Il faudrait ajouter, d'un point de vue philologique, que la personnification des lois est aussi réaffirmée par le fait que leurs parties sont appelées capita. Vous en voyez ici un, c'est la loi dite irnitaine d'un municipe, donc c'est une loi romaine, mais c'est la constitution, la charte constitutionnelle donnée par Rome à un municipe qui se trouvait en Espagne.
Et donc vous voyez le texte sur une plaque de bronze, et vous voyez le texte qui est divisé ici en 2 chapitres, donc le premier chapitre, le deuxième chapitre, et les deux sont divisés par un intitulé qu'on appelle rubrique, donc c'est un peu difficile de voir ici, mais on voit le sigle R de rubrica, quo ordine sentenze interrogentur, donc dans quel ordre les opinions de sénateurs sont recueillies. Donc vous voyez aussi le chapitre est signalé par 2 lettres qui dépassent à gauche la marge. Et donc ils appellaient, mais même dans ce même texte de la loi ernitaine renvoie aux différentes parties de son texte en les appelant capita, chapitre. Donc la loi, pas seulement une voix, mais elle a aussi une tête, ou même plusieurs têtes. Pour ajouter un autre signe de cette personnification, les juristes disent souvent que la loi parle, comme dans ce passage d'Ulpien sur la loi Iulia et Papia. C'est une loi qui porte sur le mariage, notamment cette disposition-là, on ne va pas s'y arrêter longuement, mais elle porte sur la succession dans le patrimoine des affranchis. Et à ce propos, les juristes remarquent que la loi parle seulement lex loquitur, la loi parle seulement du mari et de son héritier. Concernant le beau-père et les successeurs du beau-père, rien n'est écrit dans la loi. Donc vous voyez, c'est intéressant. Il est clair qu'il s'agit de métaphores. Ce passage nous montre très bien qu'il s'agit d'un langage métaphorique, puisque le verbe loquitur, dans ce même passage, est ensuite substitué par le verbe scribere. Donc, rien n'est écrit dans la loi. De même, le chapitre, le caput, la tête de la loi dont je vous parlais, renvoie simplement à la forme du texte, à la mise en page, au fait qu'il soit divisé en sections. En somme, la loi sent, regarde, parle, mais dans certaines limites. On ne perd jamais de vue qu'il s'agit d'un texte écrit. Si nous revenons au texte de Cels, à y regarder de près, cette loi, si bien dotée du point de vue physique, on l'avait vu, c'était une personnification complète, ne marche toutefois pas toute seule. Dans ce passage, il y a une autre présence à côté de la loi, quelqu'un qui doit la faire parler, celui qui doit choisir dans sa voix le sens exempt de défauts et ainsi discerner sa volonté. Il peut s'agir d'un juriste ou d'un magistrat. Appelons-le l'interprète. Et aussitôt nous viennent à l'esprit Verres et Gavius. Sur les forums de Messine, on n'entendait que la voix de Gavius, fouetté jusqu'au sang, puis élevé sur la croix, invoquant la loi, civis Romanus sum. Mais la loi ne répondait pas, elle ne pouvait que regarder de loin, impuissante et muette, de l'autre côté de la mer. Ce qui manquait, c'était celui qui aurait dû l'interpréter, l'appliquer, le magistrat, Verres. De fait, que le magistrat soit la voix de la loi est une image que Cicéron emploie explicitement ailleurs. De même que les lois dominent sur les magistrats dominent sur le peuple. Et l'on peut dire avec vérité que le magistrat est une loi qui parle, tandis que la loi est un magistrat muet. De même que les lois
dominent sur les magistrats dominent sur le peuple. Et l'on peut dire avec vérité que le magistrat est un lex loquens. Loqui, loquor, vous vous en souvenez, c'est le même verbe qu'on avait retrouvé dans les passages d'Ulpien. Lex loquens. Et la lex, c'est un mutus magistratus. La personnification va ici encore plus loin par rapport à celle du passage de Cels, mais toujours dans la même direction. On voit d'abord se dessiner une hiérarchie. Les magistrats sont au-dessus du peuple, les lois au-dessus des magistrats. Mais surtout, entre les magistrats et la loi, la frontière devient presque indistincte, car au fond, la voix de la loi est celle qui lui prête le magistrat. Ces points, certains d'entre vous, mes amis les juristes, auront peut-être eu comme un éclair de souvenir et se diront, voilà d'où vient la célèbre métaphore de Martien, qui fait écho à un texte non moins célèbre de Papinien. Le droit prétorien est celui que les prêteurs ont introduit afin d'aider, de compléter ou de corriger les droits civils dans l'intérêt de l'utilité publique. On l'appelle aussi droit honoraire, dénommé ainsi en raison de la charge des prêteurs. Alors, dans ce passage papinien, nous avons appris à le connaître, à mieux l'apprécier. C'était l'expérience de cette année. Je n'aimais pas trop Papinien, mais avec votre aide, j'ai mieux compris son esprit, ses talents. Il y a toujours quelque chose de beau dans chacun de nous. C'est-à-dire, il définit le rôle du prêteur, du magistrat qui, à Rome, était chargé de rendre la justice. Un rôle semblable était joué dans les provinces par les prêteurs tels que Verrès en Sicile. Donc, c'est les prêteurs qui administrent la justice à Rome ou sous diverses formes dans les provinces. Sa tâche, la tâche du prêteur, dans l'administration de la justice, c'est très important, on va y revenir, c'est un passage qui compte dans mon argumentation. Sa tâche dans l'administration de la justice consistait à aider, compléter, parfois même corriger le droit civil, le ius civile, c'est-à-dire l'ordre juridique issu de l'ensemble des sources, avant tout des lois. Pour cela, le prêteur publiait, au début de son année de charge, à Rome ou dans les provinces, un édit énumérant les actions qu'il accorderait afin de mettre en œuvre, d'adapter ou au besoin de rectifier les droits civils, toujours dans l'intérêt de la cité et, le plus souvent, au nom de l'équité. Alors, le droit prétorien, dont l'édit annuel était la manifestation écrite, était donc à la fois distinct du droit civil et intimement lié à lui. On l'appelait aussi ius honorarium parce qu'il procédait d'une magistrature, d'un honneur, d'une charge publique conçue comme dignité. Je n'entre pas davantage dans les détails de cette définition de Papinien, pourtant essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'ordre juridique romain. Il suffit ici d'en saisir les mouvements d'ensemble. Or, à la suite de cette définition de Papinien, les compilateurs du digeste, vous savez tous que les passages que je vous lis sont, pour la plupart, pour ne pas dire presque tous, tirés du digeste de Justinien, où les fragments constituent une sorte de mosaïque, et dans la mosaïque du
premier titre du premier livre du Digeste, ce passage de Papinien est suivi par ce passage de Martien. Un auteur au goût rhétorique très sûr, manifestement nourri de la lecture de Cicéron. Martien, c'est un juriste qui suit Papinien plus ou moins de 2 générations. Donc c'est un peu plus tard. Il nous dit, et de fait, le droit honoraire lui-même est la voix vivante du droit civil. C'est donc à ça que vous avez pensé quand je vous ai présenté le texte de Cicéron, du De Legibus, qui parlait du magistrat comme la lex loquens, parce que vous voyez ici la même métaphore, presque la même, on va voir. De fait, le droit honoraire lui-même est la viva vox iuris civilis, la voix vivante du droit civil. Autrement dit, c'est les prêteurs qui donnent voix au droit. Nous retrouvons exactement le prolongement de l'image cicéronienne. Et remarquez la force de l'adjectif viva. Il signifie à la fois que les prêteurs transportent le droit dans la vie concrète, dans la vraie vie, et dans la pratique quotidienne, mais aussi qui lui donnent une voix capable de s'adapter au temps, aux besoins, aux valeurs d'une société. Et peut-être, à ce stade, vous direz-vous, cette idée nous en rappelle une autre encore. Évidemment, l'image selon laquelle les magistrats sont la lex loquens, la loi qui parle, et celle de Martien, selon laquelle les prêteurs sont la viva vox du droit civil, sera reprise par l'un de vos héros, Montesquieu. Pour penser le fonctionnement d'un État libre. La loi, expression de la volonté générale, y demeure première, tandis que les juges, tenus à la neutralité, ne sont que l'instrument de la loi. Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et aveugle, métaphore de la vue, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche de la loi. Des êtres inanimés, ici c'est une métaphore à l'envers, c'est-à-dire des êtres animés sont transformés en êtres inanimés, des êtres, vous vous souvenez de la quadripartition de Quintilien, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C'est donc à la partie du corps législatif qui est composée des nobles, c'est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigoureusement qu'elle. Alors, c'est un texte sur lequel je ne voudrais pas trop m'attarder, tant il est au fond d'une grande transparence, d'autant plus que j'ai essayé de vous le présenter en l'intégrant avec les renvois que Montesquieu, dans ce texte, fait à d'autres parties de l'esprit des lois. Vous y voyez au moins 3 métaphores à l'œuvre. D'abord, celle de la loi qui voit, ou parfois voit mal. Ensuite, bien sûr, la métaphore auditive de la voix, qui noue ensemble, encore une fois, la loi et les juges, comme dans les textes romains, mais avec un léger déplacement, le juge n'est plus la voix de la loi, il en devient la bouche. Il est ainsi réduit en simple organe chargé de faire sortir des paroles que la loi possède déjà.
Tout cela revient à dire qu'il ne doit exister pour le juge aucun espace lui permettant de parler autrement que la loi elle-même n'aurait parlé. Aucune véritable marge d'interprétation. C'est ici qu'intervient la troisième métaphore, celle du corps législatif, notamment la partie du corps législatif composée des nobles. Il faut toujours rappeler, souvenir que ce chapitre concerne la Constitution d'Angleterre, donc il pense à la Chambre des Lords. Et ce qui est intéressant, il faut en même temps ne pas trop situer ce texte seulement par rapport à l'Angleterre. Il exprime toute une théorie générale de qu'est-ce qu'un État libre. Donc, ce sont des idées qui peuvent être étendues à d'autres situations, d'autres nations, d'autres institutions. Alors, dans un régime où la liberté publique est assurée, dans un État libre, le seul organe habilité à interpréter la loi, là où elle semble être trop rigoureuse, et tout le monde ici aura compris que derrière cette idée de la loi trop rigoureuse, si je vous parle du plan de Lesbos, vous allez tout de suite comprendre, c'est l'image d'Aristote, quand il dit que la loi parfois parle trop en général et donc elle ne peut pas s'adapter au cas concret. La loi est trop rigide. Donc c'est l'idée sous-jacente à ce passage, mais quel serait le remède? Celui de instituer la Chambre des nobles comme la seule instance où cette rigidité excessive, cette généralité très peu adaptée au cas d'espèce, pourrait être résolue, modérée. On pourrait lui apporter un correctif. Le correctif, c'est les piaikeia, dont Aristote a parlé dans l'Éthique à Nicomaque. Donc, le texte présente deux parties. La deuxième, c'est celui de la correction qui est confiée à la Chambre des Lords. Et la première partie est celle qui définit, circonscrit le rôle du juge. Et le juge, les juges, ne sont que la bouche de la loi. Donc, vous voyez une distinction très nette entre le corps judiciaire et le corps législatif. Derrière la première image, celle du juge bouche de la loi, vous l'avez bien compris, c'était le point de départ, si vous vous souvenez de notre détour, et bien évidemment le texte de Cicéron qui parle du magistrat comme la lex loquens, la loi qui parle, et le texte du digeste, celui de Martien, qui parle du prêteur comme la voix vivante, la viva vox du droit civil. Que personne ne s'en étonne, après des études de droit à la faculté de Bordeaux, Montesquieu part à Paris entre 1709 et 1713 afin de compléter son cursus. De cette époque parisienne date la compilation de ses notes, ainsi cahiers, aujourd'hui appelé la Collectio Iuris, le recueil de droit, qui ont été, il y a une vingtaine d'années, édités dans les œuvres complètes de Montesquieu. Et ces volumes comprennent les notes sur le code de Justinien et sur le digeste qu'il lisait et qu'il
commenté avec beaucoup de finesse, beaucoup d'esprit, et qui témoigne toute l'importance du droit romain dans la formation d'un juriste de l'ancien droit. Un point, toutefois, doit être réaffirmé et clarifié. Ces deux conceptions, la romaine et celle de Montesquieu, reposent sur deux manières assez différentes d'envisager l'interprétation du droit. La première considère que le sens des normes est déjà donné et que le juge n'est rien d'autre que la bouche qui les prononce, un simple automate de paragraphes, comme disait Max Weber, qu'il faut comprendre dans le contexte du XVIIIe, hostile au Parlement, dont l'arbitraire judiciaire, réel ou supposé, est décrié. Baigné des Lumières, le XVIIIe siècle rêve d'une application stricte des lois au moyen du syllogisme, une démarche déductive calquée sur le modèle géométrique de la rationalité scientifique. La seconde position, celle de Martien, au contraire, estime que tout sens doit être conféré au droit par un acte d'interprétation, nécessairement créateur et jamais purement recognitif. Comme le dit Martien, voix vivante, viva vox. Il s'agit donc de deux positions différentes et possibles. En même temps, il ne faut vraiment pas les distinguer outre mesure. Car au fond, c'est ça le point technique sur lequel j'attirais il y a quelques instants votre attention, le préteur romain n'était pas un juge, mais il était, si on le perçoit sous l'angle de l'édit qu'il affichait chaque année, il était un législateur, lui aussi. Donc, c'est dans cette veste de législateur qu'il possédait cette voix vivante. Donc, encore une fois, on pourrait se dire que la Chamber of Lords, à laquelle Montesquieu pensait, d'une certaine façon, coïncide avec le préteur romain. Je vous laisse réfléchir à cette interprétation. Quoi qu'il en soit, si la loi pour agir doit parler, le moment le plus grave est forcément celui où elle se tait. Qu'y a-t-il au fond de plus terrible que le silence? Lorsque nous demandons une explication, nous attendons une réponse, et c'est le silence qui nous répond. L'horizon disparaît tout d'un coup. C'est de ce terrible silence que nous parle la Consolation à Livy, un poème latin anonyme adressé à l'épouse d'Auguste pour la consoler de la mort de son fils, Drusus, né de son premier mariage. Non seulement son auteur, mais sa date de composition de ce petit poème également reste incertaine. Il pourrait remonter à l'époque augustéenne, mais rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Drusus, en tant que préteur et proconsul, mène des campagnes victorieuses en Germanie entre 12 et 9 avant Jésus-Christ, année où il meurt accidentellement à la suite d'une chute de cheval. Son frère Tibère, futur empereur, ramène le corps en Italie afin que puissent être célébrées les funérailles. À cette occasion est proclamé un état d'exception
le Justitium. La consolation adressée à Livy en offre un récit assez précis. Inquiets, les habitants de Rome ferment leurs maisons et se déplacent en tremblant à travers la ville. Ça et là, effrayés, ils souffrent et se lamentent en secret comme ouvertement. Les droits se taisent et les lois muettes restent sans défenseur. On ne voit aucune pourpre dans tout le forum. Les dieux eux-mêmes se cachent dans les temples et n'offrent pas leur visage à ces funérailles injustes. Ils ne réclament même pas les encens apportés sur les bûchers. Le Justitium, c'est un mot qui n'apparaît pas ici, donc, mais c'est le récit de qu'est-ce qu'un Justitium. Est revenu récemment sur le devant de la scène, puisqu'il est devenu l'un des grands symboles de l'état d'exception, dont les formes politiques, sanitaires ou militaires sont multipliées ces dernières années. Cette redécouverte doit beaucoup au philosophe italien Giorgio Agamben. Or, dans les débats philosophiques, les réalités historiques ont souvent tendance à se transformer en paradigme, parfois au prix de la précision. On va en parler l'année prochaine. Cette transformation de la vitalité de l'histoire en paradigme. D'où les nombreuses controverses sur ce qu'était exactement le Justitium. Je me contenterai ici de présenter ce qui me paraît être l'hypothèse la plus convaincante. Justitium est un substantif latin formé de ius et de sistere, au sens de rester immobile. Pendant la période où le Justitium était en vigueur, il était interdit aux magistrats d'administrer la justice, d'organiser des procès. Par conséquent, il était interdit à tous les citoyens d'agir en justice. Ulugel l'explique bien à travers une parétymologie. Le Justitium est une sorte d'interruption interstitio. Donc vous voyez l'assonance, la parole nommase, interstitio, et de cessation du droit. J'ai rajouté, entre parenthèses, de la juridiction, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Car cet état d'immobilité, cette suspension, qui rappelle en quelque sorte le solstitium, le moment où le soleil semble s'arrêter avant d'inverser son cursus apparent, est la conséquence directe de l'arrêt de la juridiction. Ius dicere, juridiction, est précisément l'expression qui désigne le fait que ce sont les magistrats qui disent les droits. Dès lors, si les magistrats doivent garder le silence, le droit lui-même cesse d'être dit. Ce n'est pas la journée du silence aujourd'hui. Et c'est précisément à ça que renvoie la consolatio ad liviam. Les citoyens romains sortent de leur maison, presque comme des fantômes, inquiets. Ils se retrouvent sur le forum, le lieu où normalement il y a le cœur battant de la ville, de la vie sociale, de l'administration de la justice. Mais sur le forum, il n'y a aucune toge bordée de pourpre. Vous voyez ici
aspicitur toto foro nulla purpura, donc il n'y a aucun magistrat avec sa toge bordée de pourpre, et justement les iura silent. Et les lois se taisent. Iura silent, c'est vraiment le contraire de la juridiction. Personne ne dit le droit. Alors, c'est une image liée au procès, au fait que normalement, dans les procès, les magistrats disent le droit. Mais une autre image suit immédiatement. Ici, ce sont les lois elles-mêmes qui redeviennent muettes. Vous vous souvenez que c'était déjà l'image de Cicéron, ce n'est qu'à travers les magistrats que les lois peuvent parler et trouver leur voix. Je voudrais conclure cette exploration des métaphores sensorielles à travers lesquelles les lois sont pensées en citant un autre passage de Cicéron qui nous ramène à 52, l'an du De Legibus, le traité dont je vous ai présenté un extrait, l'extrait qui parle du magistrat comme lex loquens. En 52, avant Jésus-Christ, Rome traverse une grave crise politique de violence de rue opposant les partisans de Claudius à ceux de Milan. Je vous en ai déjà parlé lors d'une précédente séance. Lors d'une rencontre sur la voie appienne, Claudius est tué dans une rixe entre les deux cortèges. Milon, ami Cicéron, est alors accusé d'homicide et jugé dans une atmosphère de quasi-guerre civile sous la surveillance de troupes de Pompée. Et Cicéron, en tant qu'avocat, défend Milon avec cet argument. Le meurtre qu'il a commis relève de la légitime défense. Pour soutenir cette thèse, dans son plaidoyer, Cicéron invoque de nombreux exemples. Nombreux exemples, je vous en présente un, tiré de la loi des 12 tables. Si les 12 tables, dit Cicéron, ont voulu que le voleur nocturne puisse être tué impunément de quelque manière que ce soit, le voleur diurne, s'il se défend avec une arme, qui donc pourrait penser qu'un homicide doit être puni en toutes circonstances lorsqu'il voit que les lois elles-mêmes nous tendent parfois l'épée pour tuer un homme? 12 tables constituent, vous le savez, la loi la plus autorisée que Rome ait jamais promulguée. Elle permettait à la victime d'un vol, si cette victime surprenait le voleur de nuit, de le tuer, et d'agir de même si de jour le voleur était armé. Il faut aussi noter cette autre métaphore. Ici, la loi possède non seulement un corps, mais aussi des bras pour tendre à la victime du vol le glaive avec lequel se défendre. Cicéron poursuit son plaidoyer en donnant d'autres exemples jusqu'au moment où il se lance dans une tirade sur la loi innée par nature, qui deviendra, durant ce même été 52, l'objet d'une profonde réflexion dans le De Legibus, justement, et qui deviendra ensuite le fondement de la réflexion de Gaius, dont je vous ai parlé à propos de la raison naturelle, la ratio naturalis. Il existe donc, juge, une loi qui n'est pas écrite, mais née avec nous. Une loi que nous n'avons ni apprise, ni reçue, ni lue, mais que nous avons saisie, puisée, tirée de la nature elle-même. Une loi à laquelle nous n'avons pas été formés par l'enseignement, mais façonnés par la nature. La raison immanente de la nature, c'est ça. On l'a bien vu dans notre commentaire de Gaius. Une loi à laquelle nous n'avons pas été formés par l'enseignement, mais façonnés par la nature. Non instruits, mais imprégnés.
Ainsi, si notre vie tombait dans quelque embuscade, face à la violence et aux armes des brigands ou des ennemis, tout moyen honnête deviendrait légitime pour sauver notre existence. Car les lois se taisent au milieu des armes. Elles n'ordonnent pas qu'on les attende, puisque celui qui voudrait les attendre devrait subir une peine injuste avant de pouvoir réclamer contre le coupable une peine judiciaire. Car les lois se taisent au milieu des armes. Formule célèbre. Parfois, c'est le deuil, comme après la mort de Drusus, dans la Consolatio de Liviam, qui entraîne l'instauration d'un justitium, qui fait que le droit se tait. Parfois, c'est la menace d'une attaque d'ennemis. Parfois encore, plus directement, lorsque la violence l'emporte, les lois restent muettes. Il faut donc réagir car on ne peut plus compter sur elles. C'est le cas de la légitime défense. Une fois de plus, la leçon est claire, les lois ont bien une voix, mais encore faut-il quelqu'un pour les faire respecter. Dans le Promilone, il s'agit de la légitime défense, comme nous venons de voir, celle que Milon aurait exercée pour se protéger des ondes de main de Claudius, qui cherchait à les tuer sur la voie appienne, s'il ne les avait pas lui-même frappés le premier. Mais on pourrait, bien sûr, vous en doutez, étendre cette image des armes aussi à la guerre. Et c'est exactement ce que fait Virgile. Dans ses vers, les armes deviennent désormais une synecdoque de la guerre. Virgile y a recours en évoquant ces terres près de Mantoue, confisquées à la suite de la guerre civile. À quoi bon, demande-t-il alors, la poésie et ses vers? Mais au milieu des armes de la guerre, mon cher Lycidas, c'est son interlocuteur, nos chants valent tout autant que, dit-on, les colombes de Dodone à l'approche de l'aigle. L'art et les chants du poète ne peuvent rien contre la force brutale de la guerre, nous dit Virgile, suivant Cicéron, par cette très belle image des colombes sacrées de Dodone qui sont sans défense face à l'aigle, symbole de puissance, domination. C'est peut-être aussi la leçon que nous appliquons aujourd'hui au droit international, où les règles demeurent lettres mortes s'il n'existe aucune autorité capable d'en garantir l'application. Nous pouvons aussi nous poser la question, quelle est encore l'utilité de la poésie, de la réflexion ou du droit lui-même? Quel est le sens de notre métier? La réponse reste la même. La culture, le droit, ont besoin d'une voix vivante pour exister, fût-elle aussi discrète que celle d'un historien du droit. Et plus largement, l'étude du passé consiste au fond à faire revivre les voix de ceux qui ne peuvent plus parler. C'est peut-être là que réside la valeur la plus importante. Lorsque nous le faisons avec soin, dans un souci d'harmonie, le respect que nous portons au dialogue avec les anciens devient le modèle direct de notre dialogue avec les vivants. Merci beaucoup.